I'd like to welcome you on behalf of the Royal Society Bon, on of peut Canada. commencer. Je vous souhaite la bienvenue de part de la Société royale du Canada. On reconnaît les intellectuels, les chercheurs et artistes canadiens. Elle les mobilise dans des discussions afin d'avancer la connaissance et encourager la compréhension interdisciplinaire et faciliter cette compréhension pour des issues importantes de Canadiens. Nos bureaux se trouvent sur les territoires traditionnels des Algonquins. De côte à côte on reconnaît le territoire non cédé des Inuits, Métis et Premières Nations et reconnaître les douzaines des langues et cultures des personnes autochtones sur l'île Tortue. Pour accéder au fil en français, sélectionnez Interprétation dans les options au bas de l'écran. This event is being recorded and will be Cet posted. événement est également enregistré et sera publié en français et en anglais sur le site web de l'événement. Suite de l'événement. Aujourd'hui, on va poser 4 questions en suivant l'approbation de Santé Canada du vaccin de COVID pour les enfants de 5 à 11 ans. Qu'est-ce qu'on a appris de notre programme de vaccination? Quelles sont les nouveautés? Y a-t-il des raisons acceptables pour le refuser? Et qu'est-ce que la vaccination contre le COVID permet pour les écoles et les collectivités? Je suis Shannon Proudfoot, je suis le chef du bureau de Maclean's ici à Ottawa. Je vais présenter nos panélistes. On a avec nous Laurence Monet, historienne de la médecine et professeure titulaire au département d'histoire et directrice du Centre d'études asiatiques à l'Université de Montréal. Upton Allen, professeur du département de pédiatrie, Institut de politique, gestion et évaluation dans l'hôpital de Sick Kids à Toronto. Colleen Flood, directrice de politique et droit de l'Université d'Ottawa, Centre de santé et droit. Danielle Bain-Smith, adjointe de santé publique, adjointe dans le bureau de l'agente santé provinciale de la Colombie-Britannique. On a posé la question aux panélistes, une question pour chaque panéliste, et à la fin de la discussion, vous pouvez certainement présenter vos discussions dans la boîte à clavardage ou sinon à la fin de la discussion, lors de la période de questions et réponses. Si vous aimeriez participer dans la conversation ou afin de comprendre nos briefages sur la politique, vous pouvez nous suivre sur Twitter à RSA The Academies. Je vais commencer avec la question pour les panélistes. Je vais commencer avec la docteure Monet. Qu'est-ce qu'on a appris des autres programmes de vaccination pour les enfants par le passé? Merci, Shannon. Merci d'être présent aujourd'hui à cette rencontre. Et par dire, parce que je pense que c'est important de toujours le rappeler, la vaccination de masse, sous la forme de vaccination de routine ou de campagne massive de vaccination, est au cœur de la santé publique moderne et de la protection de la santé des enfants depuis au moins 2 siècles. Mais cette histoire qu'il inclut n'est pas une histoire très linéaire. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais revenir pour vous présenter quelques éléments de contexte pour mieux saisir comment on peut aborder la campagne qui s'annonce. Les enfants ont toujours été au cœur des initiatives de vaccination. Individuellement, comme Joseph Meister, que Pasteur va vacciner contre la rage au XIXe siècle, et aussi collectivement. Individuellement et collectivement comme sujet d'expérimentation, dans l'objectif d'être sauvé d'une maladie grave ou mortelle, et puis comme cible prioritaire de campagne de vaccination et de vaccination de routine depuis le tournant du XIXe siècle, avec le cas bien connu, je l'imagine de tous, de la vaccination mondiale contre la variole, qui est, je vous le rappelle, la seule maladie éradiquée à ce jour. Alors, protéger les enfants
des maladies infectieuses, de maladies souvent d'ailleurs qu'on rencontre dans l'enfance. Ce n'est pas le cas de tous les vaccins. Tous les vaccins ne sont pas des vaccins infantiles, mais dès le 19e siècle, la vaccination sert à protéger essentiellement les très jeunes enfants, ce qui pose inévitablement des questions particulières. Protéger des enfants qui sont de petits êtres fragiles, qui ne donnent pas leur consentement à une procédure médicale, ce sont des choses qui apparaissent déjà au 19e siècle. Et elles apparaissent d'autant plus que on se pose des questions sur les vaccins dont on dispose, qui sont des questions qu'on retrouve encore aujourd'hui sous d'autres formes, des anxiétés par rapport à la toxicité, des anxiétés par rapport à l'impureté, la procédure vaccinale engageant l'inoculation avec la variole de la maladie, d'une forme de la maladie qui vient de la vache. Vous avez là une caricature qui montre en partie les angoisses associées à ça. Anxiété aussi par rapport à l'inefficacité de la procédure à l'échelle individuelle et collective. Et pour autant, avec la fin du 19e siècle, la vaccination contre la variole est la première vaccination, et en fait la seule à l'époque, à devenir l'objet de textes de loi pour l'imposer dans un certain nombre d'espaces, dans un certain nombre de pays, dont le Canada, en fait, les provinces canadiennes qui ont déjà le mandat de s'occuper de santé publique à l'époque. On voit surgir un certain nombre de manifestations, pour certaines d'entre elles très violentes, souvent dans des contextes politiques ou économiques qui les poussent. En particulier là, c'est une manifestation contre l'obligation vaccinale qui se tient à Toronto en 1918. Et qu'est-ce qu'on réclame dans cette manifestation assez imposante? L'abandon de l'obligation vaccinale, mais dans un contexte très, très particulier. Ce contexte est le suivant, c'est la fin de la guerre, on est en pandémie de grippe et surtout, on part du principe que l'obligation vaccinale est une invention allemande et qu'il n'est absolument pas question d'importer cette façon de faire sur le sol canadien. Et pourtant, c'est pour ça que généralement on voit l'histoire de la vaccination infantile comme quelque chose d'assez linéaire, une construction qui est la construction d'un succès mondial. Dans les années 50, 60, un vaccin semble vouloir faire la différence et limiter les oppositions, limiter les angoisses. Et il s'agit du vaccin contre la polio. Pourquoi ce vaccin va avoir tellement de succès et apparemment être le plus consensuel des vaccins au XXe siècle? Eh bien parce qu'il s'agit d'éviter une maladie qui fait d'énormes dégâts, en particulier en Occident, mais pas seulement, qui entraîne la mort de nombreux enfants et surtout qui entraîne des handicaps chez les enfants nord-américains, européens, en masse. Et cette angoisse du handicap et du décès de l'enfant va jouer un rôle absolument énorme dans l'acceptation de ce vaccin dont on va se servir, là en l'occurrence en quelques années seulement, dans des programmes, des campagnes massives de vaccination soumises à l'obligation vaccinale, puis la mise en place très très rapidement de vaccinations de routine contre la polio, jusqu'à mobiliser des stars de l'époque, et en particulier Elvis Presley en 1956, qui va jusqu'à se faire vacciner à la télévision alors qu'il est adulte pour promouvoir la vaccination des enfants. Et pour autant, dès les années 70-80, le nombre de vaccinations augmente sur le plan quantitatif. On vaccine de plus en plus les enfants du monde et en particulier les enfants canadiens. Sur le plan qualitatif aussi, on a de plus en plus de vaccins à notre disposition, en particulier un vaccin contre la rougeole et la rubéole et les oreillons, qui va devenir le fameux MMA ou RRO ou ROR. Et il s'avère que dans ces circonstances de densification de l'offre vaccinale, eh bien, on voit ressurgir un certain nombre d'oppositions, un certain nombre de comportements réfractaires. Pourquoi à l'époque, et c'est là où le travail de l'historien est intéressant pour saisir certains éléments du refus ou de l'hésitation vaccinale aujourd'hui dans le contexte de la Covid. D'abord, eh bien, avec la polio, on s'est dit, on n'a plus besoin d'éduquer les parents au bienfait de la vaccination. Ils savent que la vaccination est une bonne chose. Et donc, l'éducation au bienfait de la vaccination a commencé à disparaître des écoles, des cabinets pédiatriques, de la publicité. En deuxième lieu, on est à une époque où les sciences que sont la vaccinologie et l'immunologie sont en pleine expansion,
suscitant un certain nombre de questionnements. Et en particulier, c'est à cette époque-là qu'on voit surgir des réflexions de parents qui disent: «Ah non, moi je ne veux pas tant de vaccins dans l'organisme de mon enfant, j'ai peur qu'il y ait une saturation de son système immunitaire». C'est à partir de cette époque-là qu'on entend parler de ça. Et puis un autre élément très important, c'est qu'à partir des années 70 et 80, beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de pédiatres et beaucoup de parents sont persuadés qu'on est à la fin des maladies infectieuses, qu'on est entré dans une autre ère. L'ère des maladies chroniques chez les adultes ou dégénératives, l'ère de l'asthme, des allergies et bientôt de l'autisme chez les enfants. Et c'est dans ces circonstances-là que la vaccination infantile massive va devenir ce qu'on peut appeler une procédure contestée, une technologie qui est l'objet de critiques de plus en plus virulentes à nouveau. Et au final, on se retrouve à la veille de la Covid. Quand je dis la veille, je parle du 21e siècle, dans une situation qui paraît extrêmement paradoxale à bien des égards. On a une force dans la démarche vaccinale mondiale qui est absolument monumentale, qui passe par des statistiques très révélatrices d'un effort à la fois des organismes internationaux, des gouvernements, pour vacciner toujours plus les enfants du monde contre la rougeole, contre la polio, contre d'autres maladies. Mais en même temps, on est à une époque, et on en voit les relents aujourd'hui dans le contexte de la pandémie actuelle, où les questions d'accessibilité, d'équité à l'accès aux soins et pas juste à la vaccination, les problèmes qu'on voit ressurgir aujourd'hui de ce qu'on appelle l'apartheid vaccinal, où certaines personnes ont accès, d'autres pas, viennent densifier, complexifier, rendre extrêmement difficile le consensus autour de la vaccination systématique des enfants. Pour le dire autrement, la vaccination des enfants ne peut pas, ne doit pas être une solution simple. Et je finirai sur quelques questions. Finalement, dans ces circonstances actuelles, où la vaccination est devenue ou devrait devenir la solution à tout, 3 questions se posent quand on est historien et qu'on travaille sur les maladies infectieuses et la vaccination. Pourquoi, et elle paraît simple cette question, pourquoi vacciner les enfants? Qu'est-ce que veut dire aller chercher l'immunité du troupeau, l'immunité du groupe dans les circonstances actuelles, et quelle est la place de la population infantile? Et enfin, et ça c'est quelque chose qu'on voit surgir très régulièrement du côté des gens réfractaires à la vaccination, dans les manifestations qu'on qualifie souvent d'antivax et qui ne le sont pas forcément. Est-ce qu'on peut envisager une gestion de la pandémie que nous subissons tous depuis près de 2 ans autrement que par le seul biais de la vaccination systématique, dont celle des enfants? Thank you very much. Thank you for that. I'm going to turn to Dr. Al. Merci. Maintenant, je vais céder la parole à Dr. Allen. Quoi de neuf de ce vaccin? Dr. Allen, quels sont les éléments nouveaux par rapport à ce vaccin? Merci beaucoup. C'est tout un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'apprécie l'opportunité de parler avec vous tous et toutes. Alors maintenant, je vais parler des éléments nouveaux par rapport à ce vaccin, surtout abordant les vaccins ARN messagers de Pfizer et les autres. Et puis, je vais parler brièvement des différents bénéfices contre les risques de vaccination, les informations des essais cliniques, les données de la surveillance, quoi de neuf au niveau de la vaccin qu'on utilise pour se faire vacciner les enfants et au niveau de la formulation et les effets de long terme. L'innocuité des vaccins pour les enfants et pour tout le monde, c'est toujours un thème assez difficile, mais le point important que il faut être axé sur les bénéfices au lieu des risques. Alors, il faut aller dans une direction bénéfique pour la société en général. Et les bénéfices
au niveau de la COVID-19, je crois, et je pense que presque tous les experts, sinon tous les experts, pensent que les bénéfices sont majeurs que les risques. Alors, quels sont les risques, quels sont les bénéfices comparés aux risques? Alors, au niveau des bénéfices, nous voyons deux différentes catégories des gains potentiels. Tout d'abord, c'est l'impact sur la prévention de la maladie individuellement. Deuxièmement, la transmission ou propagation de la maladie. Tout d'abord, nous pouvons parler de la maladie aiguë. Nous savons que les enfants peuvent avoir la COVID de manière assez légère, tandis que des autres ont les effets plus graves. Et nous avons vu les enfants qui ont eu les différents effets de la COVID. Alors, ils n'ont pas tous les symptômes légers. Parfois, il y a les effets qui peuvent entraîner la mortalité. Alors, il y a aussi la COVID de longue durée qui est surtout documentée entre les adultes, mais ça peut arriver aussi avec les enfants et peut-être c'est plus fréquent entre les enfants parce que parmi les en adulte, la détection des signaux est plus facile. Par exemple, un adulte peut dire que parfois il a un sens d'une certaine, le brouillard cérébral. Mais comment on identifie cela? Alors, chez les enfants, ça peut être difficile. Alors, la COVID peut être soit modérée, soit sévère ou grave et on peut avoir les séquelles de longue durée. Il y a aussi les impacts sur les transmissions, la propagation de la maladie à la maison, aux écoles, dans la communauté. Je ne vais pas parler trop là-dessus parce qu'une autre membre du panel va se pencher là-dessus, mais quels sont les risques plus relevant? Un signal que nous avons vu avec les vaccins ARN messagers, c'est relié à la péricardite et la myocardite. Je vais parler là-dessus. Alors, quelles sont les informations que nous avons des essais cliniques avec les enfants? Alors, quoi de neuf? OK. La innocuité, le vaccin de Pfizer qui est disponible au Canada pour les enfants a été étudié en plus de 3 000 enfants entre 5 et 11 ans. Il n'y avait pas les effets secondaires sérieux jusqu'à aujourd'hui, mais il faut continuer avec la surveillance quand ces informations seront disponibles. Alors, les différents effets secondaires que nous avons vus avec les différents dosages de Pfizer ARNM ont été donnés aux enfants. Voici 3 doses, 10, 20 et 3 microgrammes. Et bon, l'essentiel, les 10 microgrammes qui est recommandé pour les enfants, a été associé avec moins de réactions locales au niveau d'avoir l'enfleur ou douleur au site de l'injection. Alors, au niveau des réactions locales, c'était associé avec moins de ces événements. Alors, la prochaine diapo va montrer une tendance similaire où une dose de 10 microgrammes a été associée avec moins d'effets secondaires. Alors, nous avons les microgrammes, c'est-à-dire le dose qui ont reçu les adultes. Et puis, on a décidé que 10 microgrammes est plus efficace et c'est plus sûr pour les enfants.
Alors, la question, quelles sont les données probantes que nous avons vues de la surveillance et dans les études? Et encore une fois, on essaie de regarder les différents signaux liés à la sécurité, l'innocuité. Alors, bien sûr, nous avons constaté que la myocardite et péricardite arrivent, mais ça, c'est surtout après la deuxième dose d'un vaccin ARN messager en regardant les données de l'Ontario. Le vaccin de Pfizer a été associé avec les nombres réduits de la périocardite et myocardite comparés au vaccin de Moderna. Et c'était peut-être lié avec le dose du vaccin. Alors maintenant, nous avons quelques données probantes qui est arrivé lié à toutes les études. Alors, 10 microgrammes étaient pensés que c'est associé avec les taux réduits de la périocardite, la myocardite, s'il y a ces événements secondaires dans les enfants plus jeunes. Alors, la raison pour cela que tout d'abord, les données de surveillance en regardant le vaccin de ARNM entre les jeunes adultes ou les adolescents un peu plus âgés a démontré que les adolescents, les jeunes hommes entre 16 ans et 19 ans ont eu un déclin de myocardite et péricardite avec un âge plus jeune, c'est-à-dire dans cette tranche d'âge, il y avait un taux accru. Mais avec les enfants plus jeunes, c'est-à-dire moins de 16 ans, il y a moins de cas de périocardite, myocardite, c'est-à-dire dans la tranche d'âge des enfants entre 5 et 12 ans, il y aura moins de possibilités d'avoir la myocardite. Voici un diagramme du pays le Finlande qui montre tout cela. Et c'est similaire à ce qu'on voit en Ontario parce qu'avant la COVID, avec un âge plus jeune, le taux de myocardite va tomber. Alors, un enfant de 8 ans va avoir un taux réduit comparé à un enfant de 15 ans. Alors, ça, c'est similaire à ce que nous voyons avec le vaccin contre la COVID-19 avec les jeunes adultes qui auront un taux réduit et les comparé aux adolescents. Alors, c'est-à-dire que ces enfants en phase de puberté vont avoir un taux réduit de la possibilité de myocardite et périocardite. Alors, c'est un enjeu, mais heureusement, et pour deux raisons, on attend que cela va être un effet rare qui peut arriver aux enfants dans une phase de pré-puberté. Et deuxièmement, la dose du vaccin est une tiers de ce qu'on utilise chez les adultes. Alors, ce sont 10 microgrammes. Alors, maintenant, plusieurs personnes ont demandé des effets secondaires à long terme. Nous avons parlé de la péricardite, qui est une inflammation de couverture du cœur et de muscles reliés aux muscles du cœur.
Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, c'est difficile de apprécier le fait que quand les vaccins produisent les effets secondaires, cela arrive quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. Et le maximum seront 2 mois. Pas quelques années après, cela n'arrive pas. En fait, dans l'histoire de la vaccinologie, c'est quelque chose qui est difficile pour imaginer qu'un vaccin a produit un effet secondaire qui n'était pas identifié dans les premiers jours, dans les premières semaines jusqu'à 60 jours. Alors, c'est bien probable que les vaccins ARN messagers vont résulter en effets secondaires à l'avenir. Comme la prochaine diapositive montre, ça peut être difficile pour les familles. Pourtant, c'est important qu'ils qu'ils parlent avec leurs fournisseurs de santé pour parler là-dessus au niveau des effets secondaires à court terme et à long terme ou l'absence de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe qui est différent avec les vaccins pédiatriques? Alors, les ingrédients actifs, le ARN messager est similaire aux produits pour les adultes, mais la dose est réduite, c'est 10 milligrammes. Alors, la formulation est différente au niveau de ce que nous parlons des différentes solutions ou ce qu'on appelle un type de buffer comme un tampon pour que ça soit pour que ça se passe bien. Toutes les entreprises doivent être transparentes au niveau de ce qui se passe. Les différents éléments et composants que nous voyons, ce sont les composants qu'on utilise dans plusieurs médicaments. Alors, c'est le ARN messager, y compris les lipides, les sucres. Alors, pour utiliser un allergé, c'est comme un bonbon qui est couvert de chocolat. C'est quelque chose de similaire. C'est ce qui est les vaccins ARN messagers. Alors, la prochaine diapo montre une différence clé entre les vaccins de point de vue de connaître quel est le vaccin pour les adultes. Il y a ici en violet et tandis que les vaccins pour les enfants est en orange. C'est tellement important de voir la différence. Alors, les vaccins qui se trouvent dans cette récipiente violette sont différents que ceux qui se trouvent dans le produit pour les adultes. Alors, avec cela, je vais arrêter. Je vous remercie pour cette opportunité. Thank you for that, Dr. Allen. Next, I'm going to go to Dr. Flood. Merci, and- Dr. Allen. Je vais passer à la Dr. Flood. Elle va parler s'il y a des raisons acceptables pour refuser le vaccin et si le gouvernement peut ordonner ou peut faire obligatoire les vaccins pour les enfants. Merci beaucoup. C'est un grand moment pour moi d'être ici. Merci aux deux intervenants qui sont venus avant. Je pensais que j'allais poser cette question parce qu'à un moment donné, on va devoir parler de cette question. Alors, ce serait bien de parler de comment les cours vont trancher sur cette décision. Alors, si dans le futur, le gouvernement va ordonner la vaccination pour aller à l'école. Très souvent, on dit contre la vaccination obligatoire ou contre les prérequis pour les preuves de vaccination. Et ces deux éléments sont reliés, sont basés sur, si on voit la charte des droits et libertés,
ils sont basés sur les droits à la protection pour des motifs religieux ou de conscience, le droit de mobilité dans la section 6, la vie et liberté et sécurité de la personne, section 7, droit à la vie privée, interprété dans la section 8, et droit d'égalité, équité et contre la discrimination dans la section 15. Ce sont les arguments qui pourraient être présentés contre la vaccination obligatoire dans le contexte des enfants qui vont à l'école. C'est peut-être relié à la religion ou à la conscience et aussi la sécurité de la personne. C'est important de noter que lorsqu'on pense aux droits, on n'a pas le droit à tout faire. Par exemple, on n'a pas le droit, on ne peut pas dire qu'on a le droit de refuser une ceinture de sécurité ou ce genre d'appareils de sécurité. Donc, la première question posée par le palais de justice, y a-t-il un droit? Est-ce que c'est un enfreint des droits sous la charte? Et même si on réussit dans cette question, la prochaine question devient, est-ce que le gouvernement peut défendre l'enlèvement de ce droit dans le contexte actuel? Alors, dans le contexte d'une pandémie, est-ce que c'est raisonnable, proportionnel, si on oblige la vaccination des enfants? Voici certains principes généraux qui pourraient aider avec la compréhension des pensées des tribunaux, si on pensait aux différents prérequis pour la porte des masques, etc. Tout d'abord, le contexte de la pandémie est essentiel. Ça veut dire que c'est essentiel pour l'évaluation des tribunaux si les actions du gouvernement sont raisonnables et proportionnelles. Deuxième, les tribunaux canadiens ont pris en compte les prises de décision lors de la pandémie, mais à certains moments, ils ont dit que les gouvernements sont allés trop loin. Par exemple, ils ont requis que le gouvernement de Québec fasse des exemptions pour les sans-abri au moment d'imposer le couvre-feu. Le fardeau de la preuve tombe au gouvernement dans une analyse de la charte. Alors, le gouvernement doit indiquer des preuves à faveur de cette mesure et les cours vont suivre la science. Et avec l'évolution de la science, les tribunaux peuvent poser plus de questions au gouvernement, surtout par rapport s'il y a des autres moyens d'atteindre les mêmes objectifs qui ne soient pas la vaccination. On a pu réduire la pandémie, les infections. Lorsque ce contexte n'est plus valable, peut-être aussi la justification de ce prérequis ne sera pas reconnue et on n'aura pas cette mesure d'urgence. Je pense que ces principes sont très importants euh, euh, pour avoir à l'esprit. On pourrait penser dans ce même contexte si la vaccination obligatoire des enfants pour aller à l'école est justifiée ou pas. C'est essentiel de reconnaître que les gouvernements doivent penser aux preuves scientifiques afin de défendre les enlèvements des libertés civiles. Dans le contexte des vaccins des enfants contre la COVID, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte.
On a entendu des deux présentateurs qui viennent de parler. Voici certaines questions que les cours vont décider. Tout d'abord, le contexte de la pandémie. Est-ce que c'est urgent du point de vue des enfants et de la société que le vaccin soit donné aux enfants? Quelles sont les preuves actuelles de la sécurité et de l'efficacité des vaccins pour les enfants? Ce sont des questions que les cours vont répondre aussi. Ils vont voir les réponses des autres pays. Par exemple, la Californie, la Costa Rica ont déjà annoncé leur intention d'exiger la vaccination des enfants fréquentant des écoles publiques et privées. Ce vont être des réponses pertinentes. Aussi, les droits à l'éducation et les engagements internationaux à l'éducation. Ici, les cours vont déterminer, ils vont peser la fermeture des écoles pendant plusieurs mois et aussi si certains enfants ne pourront pas aller à l'école s'il y a des autres vaccins, s'il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et finalement, un élément clair que tout régime devra permettre des accommodements sur la base d'un handicap médical. Certainement, il y a des enfants qui ne peuvent pas être vaccinés et il faudra les accommoder. Et aussi des questions beaucoup plus difficiles si on devrait permettre des objections religieuses ou de conscience. Et, et je pourrais parler un peu plus sur ce sujet lors de la séance de questions et réponses. Tout cela indique clairement qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient avec Omicron, avec certainement, on attend. On veut voir, on veut comprendre l'impact de cela dans les provinces du Canada. Si on pense qu'on ne se trouve pas dans une situation de crise à l'heure actuelle, je pense que les cours voudront être satisfaits s'ils vont imposer cette vaccination, qu'on a pris des mesures volontaires et on n'a pas une réponse suffisante pour pallier la pandémie. Il y a certaines options. Tout d'abord, qu'on a déjà réalisé des efforts raisonnables afin de faciliter l'accès aux vaccins dans les écoles et on veut que ça soit facile et disponible pour tout le monde qui aimerait, qui souhaiterait se faire vacciner. Que ça soit facile à les se faire vacciner. Deuxièmement, si ce n'est pas suffisant, le prochain pas serait demander une preuve de vaccination dans les écoles afin d'avoir un registre des vaccinés et non vaccinés. Et dans les cas des éclats, que les non vaccinés aillent à l'école, aillent à la maison. Et ça pourrait être peut-être une inspiration ou peut-être un déclenchement suffisant pour beaucoup de parents, le fait que leurs enfants resteront à la maison. 3, que les enfants et les adolescents avec les régimes de mandat de vaccin participent dans ces mêmes régimes, par exemple, pour aller au restaurant, au bar, etc. Et finalement, si ça ne marche pas, il faudra demander une preuve de vaccination. Et si vous ne pouvez pas donner cette preuve, à moins que vous ayez un handicap médical qui empêche cet accommodement, vous devez rester à la maison. Et la question ici serait par rapport aux exceptions pour les objections religieuses et de conscience. Je pense que ça va être peut-être la question la plus difficile
par rapport à cette situation, s'il faut arriver à cette phase. Je réitère que le contexte de la pandémie est essentiel pour l'évaluation des tribunaux. Il y a aussi des autres ressources et matériaux qu'on a préparés pour le passeport et aussi pour les vaccins obligatoires. Merci beaucoup et j'ai hâte de partager dans cette discussion et d'entendre les prochains commentaires. Merci beaucoup, Dr. Flood. On a Dr. Bain Smith qui va répondre à la question. Qu'est-ce que la vaccination des enfants contre la COVID facilite pour les écoles et les communautés? Merci beaucoup, Shannon, et aux autres panélistes. C'est une conversation très intéressante. Comme on a mentionné, je suis Daniel Bain Smith. Je suis de Fort Nelson, je suis d'Aîné et je suis franco-canadien aussi de Red River. Et je suis fier d'être ici du territoire des Songhees Esquimalt dans ce qui s'appelle Victoria d'un point de vue colonial. Ce thème des vaccins de COVID-19 est une question très personnelle pour moi. En tant que ministre adjointe de santé pour les autochtones et aussi comme maman des 2 enfants à l'école. Et lorsqu'on traverse cette pandémie et aussi en voyant l'impact de cette pandémie sur les enfants. Cette vaccination d'enfants permet que les enfants puissent retourner à leurs activités habituelles avec confiance. Comme la docteure Allen a mentionné, les enfants étaient sous-représentés dans les premières 3 vagues, mais les enfants sous l'âge de 12 ans ont été impactés plus sévèrement dans cette 4e vague, puisqu'ils sont l'âge qui n'a pas reçu de vaccins très récemment et avec la réaperture de la société, on continue à voir la transmission de la COVID puisque c'est un virus endémique. Les pandémies sont inconvénients pour les enfants. On était dans un appel, le docteur John Kim, l'officier de santé ici en Colombie-Britannique au nord, il a dit très simplement, et c'était c'est quelque chose qu'on comprenait très bien. On a eu la chance que ce virus est assez bénigne chez la majorité des enfants, mais certains peuvent développer une maladie grave et d'autres complications aussi qui pourraient rester avec eux pour le reste de leur vie. Et certainement, le plus grand fardeau que les enfants ont dû supporter pendant la pandémie a été la perturbation des activités scolaires, parascolaires et sociales. Certainement, on a réalisé un sondage ici en Colombie-Britannique. Ça s'appelle le sondage SPEAK. Au début, on a eu 400 000 citoyens de la Colombie-Britannique qui ont participé. Et on a entendu très clairement des enfants, des familles avec des enfants à l'école que la pandémie de COVID-19 a impacté sérieusement les familles. On a entendu que 75% ont rapporté qu'ils avaient moins de connexion avec les amis, que ils avaient souffert lors de leur éducation, que leurs enfants souffraient des stress à l'échelle mentale et 90% que leurs enfants passaient plus de temps devant les écrans. La vaccination des enfants permet à nos communautés de continuer à avoir la confiance dans le fait d'envoyer les enfants à l'école, au sport et aux autres activités essentielles à leur développement. Comme j'ai mentionné, j'ai 2 filles, Lizzie de 9 ans et May qui a 5 ans, et elles ont été parmi les premiers enfants à être vaccinés ici en Colombie-Britannique. Nous étions tous très reconnaissants
Lorsque le journaliste a demandé à ma fille Lucie, l'aînée, pourquoi elle avait hâte d'être vaccinée, elle a répondu parce que maintenant je peux aller visiter ma famille à Fort Nelson et je ne les ai pas vus depuis longtemps. Pour nous, en tant que famille de Premières Nations et de métis, se faire vacciner permet à notre communauté de renouer les liens et de poursuivre l'important travail de maintien de notre continuité culturelle. Les pandémies sont mauvaises pour les enfants et la vaccination, c'est bien pour les enfants, pour que les enfants puissent continuer avec les activités pour améliorer leur bien-être au niveau psychologique, mental. Cassicho, merci à la Société royale du Canada pour votre invitation. Je suis ravie et vraiment reconnaissante d'être ici. Merci beaucoup, Dr. Bain Smith. Encore une fois, je voudrais inviter notre public de taper vos questions dans la boîte à clavardage. Moi, je vais commencer avec une question. Comme je suis journaliste, les journalistes ont toujours des questions, n'est-ce pas? Alors, c'est une question pour tout le monde, pour tous les experts. Je voudrais savoir quelles sont les fausses idées au niveau des enfants et les vaccinations qui vous gênent, ou est-ce qu'il y a les points que vous désirez corriger? Est-ce qu'il y a les éléments ou les idées fausses? Oui, moi, je voudrais le faire. Nous avons vu dans les derniers mois la réémergence au niveau de la fertilité à l'avenir. Et puis, ce n'est pas correct. Il n'y a pas une base scientifique pour cela. Je sais qu'il y avait les questions soulevées aux causes des données qui ont montré quelques changements dans la menstruation ou les règles des jeunes femmes, mais chez les femmes. Mais ces changements sont la réflexion des enjeux reproductifs. Mais ce n'est pas quelque chose qui est c'est peut-être c'est quelque chose secondaire. C'est pas le vaccin. Alors, c'est vraiment important que ce soit clair que les vaccins ne vont pas rendre les enfants infertiles à l'avenir. Merci, merci pour cette question. Je vois que Dr. Flad vous a désiré parler. Oh, merci, Shannon. Je pense qu'une des choses qui me dérange, et peut-être à tout le monde, bon, ben, il y a plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais quand même, une des choses, quand on parle des risques pour les enfants liés à la vaccination contre la COVID-19. Je n'aime pas comment ces personnes sont segmentées de la société même, segmentées ou éloignées de leurs parents, leurs grands-parents, parce que la concentration, c'est sur les enfants qui se trouvent en bonne santé, pas les enfants qui ont les complications avec l'immunité. Alors, quand on parle des adultes et des jeunes qui qui ont besoin de soins critiques pour le cancer ou les autres types de traitements, et ça, c'est un enjeu parce que les besoins de ces autres patients sont affectés quand on fait face à ce qui est devenu la pandémie des personnes non vaccinées. Alors pour moi, c'est tellement important d'avoir une perspective plus élargie des enfants et leur connexion avec nous tous et toutes. Et je pense que l'autre élément qui rend les gens folles, c'est l'idée que les enfants ne propagent pas le virus.
Moi, j'ai pensé, ça, c'est pas possible. Alors, et c'est le cas. Mais les personnes d'entre nous qui ont des enfants, nous étions, nous avons voulu cela, qu'il n'y ait pas de propagation, mais il faut faire attention. Ça, c'est mon idée, Shannon. Docteur Bain-Smith, je vous en prie, allez-y. Oui, je voudrais juste parler des commentaires de Dr. Flood et Dr. Alain autour de cette idée. Je pense que quand on imagine ou quand on calcule les risques, les parents font face à cette décision. Ils doivent vraiment comprendre beaucoup des informations pour penser ce qui est le mieux pour leur enfant. Et nous l'avons vu dans les sondages, une tiers des personnes qui voulaient se faire vacciner d'abord. Ils voulaient être les premiers dans le film, mais ils n'étaient pas tellement sûrs au niveau de les enfants. Ils voulaient apprendre un peu plus sur le vaccin pour les enfants. Et je pense qu'il y a deux points importants. Tout d'abord, au niveau de l'idée, quels sont les risques? Quels sont les risques calculés? Alors, la mésinformation que je vois, et c'est peut-être, c'est une calcul qui n'était pas bien. Je vois les parents qui se concentrent sur la potentiel des effets secondaires rares et quand ils ne, comme docteur Alan a mentionné la myocardite, il y a plus de risques que votre enfant va développer cela si votre enfant n'est pas vacciné. Et Dr. Flood a parlé de la propagation et le fait que les enfants propagent la COVID-19. On n'a pas vu cela dans les premières vagues parce que nous avons eu des mesures plus strictes au niveau de santé publique. Alors, il y avait moins d'interactions. Alors, il n'y avait pas beaucoup de propagation entre les enfants, c'est-à-dire de part de les enfants. Mais après, avec Delta, qui est beaucoup plus transmissible, la propagation est plus facile, n'est-ce pas? Alors, l'autre risque, je voudrais mentionner le risque pour le bien-être, vers le bien-être social, mental de l'enfant. Si c'est l'enfant qui amène la COVID à la maison et cet enfant propage la maladie à une proche aimée, alors nous avons vu cela, un jeune de 6 ans, un jeune enfant de 6 ans, il a attrapé la maladie, il est allé à la maison, il a partagé, il a propagé la maladie avec une autre personne qui habite dans ce foyer et cette proche est devenue tellement malade, alors le fardeau sur cet enfant d'avoir cette responsabilité était tellement lourd. Alors ça, c'est la pièce de tout le discours qui n'était pas parlé quand on parle des bénéfices pour les enfants, mais juste ajouter les autres couches de protection sont tellement importantes. Merci. Merci. J'ai une question ici. Quelqu'un a posé la question. J'ai entendu parler que c'est recommandé d'attendre 14 jours après, par exemple, la vaccination contre la grippe avant de se faire vacciner avec le vaccin contre la COVID-19. Et s'il y a les interactions ou les autres enjeux reliés, bon, au niveau de la science là-dessus, euh, pour se faire vacciner avec le vaccin de la grippe saisonnière et avec la COVID-19 le même jour. C'est une question des effets secondaires. Si vous vous faites vacciner avec 2 vaccins le même jour, il y a un effet, une possibilité accrue de certains effets secondaires. Alors, c'est juste la question de la séparation par 2 semaines pour savoir quel vaccin cause quelle chose, mais pratiquement, ça peut se faire. Merci, merci. J'ai une autre question et ça, c'est une question pour Dr. Flood.
relié à ce que vous avez dit, pourriez-vous parler des cas plus difficiles au niveau des exemptions pour, de conscience pour les différentes raisons religieuses de conscience? Mais au niveau des raisons de conscience, je pense qu'il n'y a pas de raisons religieuses pour s'opposer. Toutes les religions approuvent le vaccin. La Cour est ouverte aux différentes plaintes des personnes qui ont les croyances religieuses, les différentes croyances religieuses. Alors, c'est une question, est-ce que la Cour, est-ce que le gouvernement peut justifier l'exigence de la vaccination aux écoles, étant donné tout le contexte de la pandémie? Mais quand on parle de la conscience, c'est là où c'est plus difficile parce que plusieurs personnes pensent, les personnes contre la vaccination, les anti-vax, ils pensent que c'est une question de conscience, qu'ils ont une croyance qui est vraiment forte. Mais la Cour, maintenant, il y a très peu de jurisprudence au niveau de ce qu'il faut faire pour faire cette réclamation au niveau de la conscience. Alors, ça doit être équivalent avec quelque chose tellement fondamental au point de vue de quelqu'un, comme un point religieux. Ça ne peut pas être, oh, je n'aime pas les entreprises pharmaceutiques et que le gouvernement travaille avec les entreprises pharmaceutiques. Ça doit être quelque chose surtout fondamental. Mais si le gouvernement permet, comme ils ont fait en Ontario auparavant, que les gens peuvent faire une réclamation, que c'est une question de conscience et de ne pas valider, alors plusieurs personnes pourraient témoigner, ah voilà, c'est une question de conscience, je ne peux pas se faire vacciner mon enfant. Alors, je pense que c'est une question avec plusieurs couches. Ce n'est pas dans une crise. S'il y a un peu d'espace, peut-être le gouvernement va permettre les oppositions au niveau de conscience. Peut-être la personne doit témoigner parce que actuellement, peut-être il faut faire l'éducation. Pourquoi vous êtes réticence envers la vaccination? Alors, ça peut être un peu difficile pour faire l'affirmation, mais peut-être ils vont le faire tout d'abord, juste au lieu de dire non, non, ça ne marche pas, alors il faut faire une ordonnance là-dessus. Alors, c'est comme une sandwich avec plusieurs couches. Comme j'ai déjà dit, tous mes commentaires là-dessus sont au niveau de où nous trouvons à Ottawa, en Ontario. La situation n'est pas tellement mal, mais si tout change de manière drastique avec le variant Omicron, peut-être il y aurait des justifications pour faire une ordonnance pour protéger la société et les enfants et le droit d'assister à l'école. Est-ce que ça a du sens? OK, merci beaucoup, merci. Je pense que collectivement, nous avons réalisé un miracle parce que parce que c'est la fin de notre temps au nom de la Société royale du Canada et de mon nom personnel. Je tiens à remercier l'auditoire, les panélistes et les membres du comité. Veuillez consulter le site web de la Société royale du Canada pour trouver une collection de ressources sur la COVID-19. Veuillez participer à la conversation sur Twitter en suivant @RSC The Academy. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez les envoyer par courriel à event@rsc-src.ca. Merci beaucoup et bonne journée.